Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la 93.5 FM dans ce nouveau numéro du Club de la Presse, mis en onde par Michel Tomega et Thomas Datevi. La mise en ligne est assurée par Jero Akucha. Moi, je suis Fousseni Saïbou. Autour de la table, pour l'instant, Sylvestre Kokoubeni du journal La Manchette. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Fousseni et bonjour à toutes et à tous. Nous espérons Olivier Adja du journal Arakiri et de l'agence Afripresse et Joël Ega du journal Fraternité. À partir de 12h, les auditeurs qui le souhaitent pourront intervenir en direct dans cette émission à travers nos deux numéros. Notez bien ces numéros 22 21 33 74. Je reprends 22 21 33 74 et 22 20 19 68. 22 20 19 68. Merci de nous renouveler votre confiance sur la 93.5 FM. L'une des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus est la mise en place d'un couvre-feu tous les jours de la semaine de 20h à 6h dans le Grand Lomé et dans la préfecture de Tchaoudjo. Et depuis que cette opération a été lancée, des citoyens ne cessent de se plaindre des agissements de certains agents de la force mixte anti-pandémie lors des couvre-feux. Il y a eu même des pertes en vies humaines que d'aucuns attribuent à ces forces de l'ordre et de défense. Dans un communiqué en date du 27 avril 2020, le gouvernement reconnaît des incidents malheureux et annonce un changement de commandement de la force mixte anti-pandémie. Eh bien, suite à cette annonce, le gouvernement a nommé hier le colonel Amana Kodjo, commandant de la force spéciale mixte anti-pandémie, selon un décret présidentiel. Ce commandant donc de la première légion de la gendarmerie succède au lieutenant-colonel Yaouvi Okpaoul, directeur de la police nationale. Sylvestre, il y a eu des incidents, le gouvernement le reconnaît humblement. Il décide d'opérer un changement au commandement de la force spéciale anti-pandémie. Oui, je crois que sur la forme, je crois que le gouvernement veut quand même faire croire donc aux populations togolaises qu'ils veulent prendre donc la situation en main et donc ils ont essayé donc de changer le commandement militaire, mais au-delà, parce que tout à l'heure je parlais donc de la forme. Mais si nous prenons le fond, je me dis que pardon, c'est encore une manière donc de masquer les choses, quoi. C'est du maquillage en fait. Hein, c'est du vernissage, c'est du cafouillage si vous voulez. Parce que vous savez, je crois que depuis 2016, il y a quand même mis une loi qui donne donc autorisation donc aux forces de défense d'avoir un tribunal militaire. Donc, pour une enquête qui relève donc de ce domaine-là, c'est-à-dire des militaires, je crois que il revient donc aux forces de défense de faire les enquêtes, de situer les responsabilités et de punir les coupables. Donc, on devait avoir un tribunal militaire pour ça. Mais je ne comprends pas la réaction du gouvernement togolais qui instruit le ministre de la Justice pour faire les investigations. Parce que c'est un militaire qui a commis donc du moins c'est ce que les Togolais disent pour l'instant. Donc il faut faire les investigations pour être mieux situé. Donc un militaire qui admettons que c'est un militaire qui commet le forfait. Donc ce militaire-là doit répondre devant donc le tribunal militaire parce qu'il y a une loi depuis 2016 qui existe et qui donne et l'attitude d'autorisation donc aux militaires d'avoir ce tribunal-là. Pourquoi c'est pas fait et que c'est aujourd'hui qu'on veut instruire le ministre de la Justice pour que la justice, et du moins si on peut le civil, mène des enquêtes. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il y a une manière encore de flouer les Togolais. Mais pour l'instant, je crois que ça a été dit, tout le monde a entendu, le communiqué est là. Donc nous allons maintenant marquer au pas le ministre de la Justice pour que cela soit fait. Parce qu'il y a tellement donc d'enquêtes qui sont ouvertes au Togo. Mais finalement... on laisse 2 ou 3 mois passer, les Togolais
oublie et puis la vie continue comme si de rien n'était. Mais cette fois-ci, comme c'est le gouvernement même qui a sorti un communiqué et qui a instruit le ministre, nous allons marquer le ministre ou pas, pour qu'au moins justice soit faite pour ce jeune-là qui est juste sorti pour faire ses besoins et qu'on retrouve mort devant son portail. C'est regrettable. Hein? C'est en cela que je salue quand même le communiqué donc du ministre Yack, un communiqué, et je le dis, qui est très objectif, hein, qui parle donc de crimes crapuleux avec des termes bien durs. Là, je le salue au passage. C'est vraiment, et il est vraiment à saluer. Maintenant, il faut aller au-delà, il faut agir. Il faut agir maintenant. Ça peut se faire en deux volets, tel que je le dis. Un tribunal militaire, parce que la loi existe et qu'on devait normalement avoir ce tribunal. Mais à défaut, il faut que le ministre de la Justice puisse agir pour qu'on puisse avoir les résultats quand même de ces enquêtes-là. D'accord. Joël Ega nous a rejoint. Bonjour Joël Ega. Bonjour mon frère. Bonjour les fidèles du rendez-vous. Joël Ega du journal Fraternité. Merci. Nous parlions du changement à la tête de la force mixte anti-pandémie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien d'avoir posé la question, parce que la question je me la posais depuis, avant même d'arriver dans ce studio. Est-ce que c'est un colonel, c'est ça, ou pas? Le colonel. Oui, le colonel. Le lieutenant-colonel. Lui, il était lieutenant-colonel. C'est l'ancien qui était lieutenant-colonel. Oui, il parle de Opaoul, là. Ah, ok, d'accord. Le lieutenant-colonel. Bon, ça veut dire qu'il n'est pas encore colonel plein. Il le sera très, très, très bientôt. Alors, le lieutenant-colonel, est-ce que le lieutenant-colonel Opaoul est incompétent? Est-ce qu'il n'est pas rigoureux dans l'exécution de sa tâche, et pour qu'on l'enlève et qu'on amène celui qui faisait jusque-là office de chef d'état-major particulier du chef de l'État, je crois, l'actuel le colonel Amana. Amana Kodjo. Le colonel Amana. Amana Kodjo, oui. Ben, je m'interroge. De toutes les façons, c'est ce que cela dénote. Le fait qu'il y a tellement de crimes vils, désinvoltes comme ça, et que ça amène à l'enlever. Ça veut dire qu'il y a eu défaillance dans sa gestion de la force Covid-19, et donc qu'il a fallu amener celui-ci. Mais on espère que, parce que l'important pour nous, c'est les pertes de vie humaines. Et finalement, je crois quelque chose il y a un statistique qui l'a montré, les Togolais sont plus morts au nom de la force Covid-19 que le Covid même en a tué. Et donc, vivement que cette bavure, cette désinvolture s'arrête, et que vraiment le coup-feu qui est déjà un joug sur la tête des Togolais, parce que personnellement, moi j'ai toujours combattu, j'ai toujours critiqué cette initiative de coup-feu. Je ne vois pas en quoi est-ce que ça limite la progression de la pandémie, en ce sens que même dans les pays à plus forte densité, les pays les plus touchés en Europe ne recourent pas au coup-feu. Je ne sais où est-ce que on a fait cette découverte africaine où on parle de coup-feu, et au Togo c'est tellement drastique, de 20h à 6h. Est-ce que c'est pas pour empêcher les gens de se regrouper dans les bars? Oui, mais il y a plusieurs manières de regrouper les gens. Et mon frère, moi je l'avais dit, c'est-à-dire que chaque année on recrute au moins 100 à 200 hommes en treillis. L'armée togolaise, regardez tout ce qu'on a comme camp. À Lomé, on en a combien déjà? Je crois 4 à 5 camps. Oui. Il y a le camp Hérité, la gendarmerie, le camp d'Ajidogomé, le camp FIR et l'état-major général. Mais prenez juste un effectif de minimum 500 militaires. Dans ce cas, ça fait déjà 3000 pour Lomé. Mais au moins ces 3000 hommes, on peut les mettre à contribution. Mais ils font quoi dans les camps? Mais on n'est pas contre les hommes en treillis, mais ils peuvent encore mieux nous servir. Ils sécurisent le pays, d'accord. Mais on peut les mettre à contribution. Vous imaginez, la dernière fois, un auditeur a appelé ici pour dire que Carrefour Gomadon, donc à quelques kilomètres du camp d'Ajidogomé, les gens ne respectent même pas le coup de feu, les gens se pavanent. Les militaires font quoi dans le camp? C'est ici que nous voulons qu'ils montrent vraiment leur propension à faire respecter l'ordre, mais qu'on les voie à l'œuvre, qu'on les applaudisse. Donc il faut vraiment qu'on mette ces hommes-là en treillis, plutôt que de les garder à l'écran, de
comment on le dit, on les conditionne, c'est ça? Bon, il y a une expression qu'on utilise, mais ils sont à la charge du contribuable. Ce que nous payons comme impôt, c'est-à-dire que c'est l'argent public qui permet, qui sert à les payer. Il faut qu'on autorise les gens avant. Par exemple, moi je propose, je prends un exemple comme ça. On peut limiter, par exemple, devant la bonne dame qui vend, imposer la distanciation de 1 mètre, sinon pourquoi pas même 2 mètres. C'est-à-dire qu'obliger les gens, ils n'auront plus autant d'affluence, mais au moins ils auront le nécessaire parce que au moins ils auront le nécessaire parce que, mais c'est en vendant la nuit que dans certaines maisons les enfants ont le plus de déjeuner le matin. Mais maintenant on les prive. La conséquence directe, c'est les microfinances qui portent au bout des bras notre économie, c'est les microfinances qui pâtissent aujourd'hui. Parce que le recouvrement des crédits, etc. Nous allons revenir sur ce sujet au cours de cette émission. Oui, Sylvestre? Oui, je crois que je vais apporter de l'eau au moulin à ce que mon frère Joël vient de dire tout à l'heure, parce que nous avons titré il y a quelques jours à Amis Togolaises, voici venu l'heure. Parce que lorsque vous voyez dans les autres pays, l'armée aujourd'hui, le génie militaire aujourd'hui est mis en contribution pour qu'on puisse arriver donc à circonscrire quand même cette pandémie. Vous voyez peut-être en France, le génie militaire sollicité pour construire des centres, des hôpitaux en temps record, pour désinfecter en Italie, pour désinfecter les bâtiments publics et privés. Donc, il y a certaines qui sont sollicitées pour le transfert sanitaire donc des malades pour décongestionner donc les hôpitaux. Mais ici, ils sont en quinzaine et puis une fois qu'ils sortent, c'est pour commettre des bavures. Donc aujourd'hui, on peut même mettre ces militaires là en contribution, qu'ils aillent dans les marchés pour désinfecter les marchés, qu'ils aillent donc dans les administrations pour le faire, peut-être aux sorties, lors du couvre-feu. Bon, s'ils veulent maintenir le couvre-feu au moins au soir, il faudrait qu'ils aillent donc désinfecter les marchés et tout ça, pulvériser les lieux, du moins les zones de forte concentration. Mais aujourd'hui, ils sont là dans les quinzaines, ils font quoi? Et puis une fois qu'ils sont lâchés, c'est pour aller commettre des bavures. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on ne peut pas aussi peindre en noir tout ce qu'ils font. C'est vrai, mais au sein donc de cette armée-là, comme eux-mêmes ils le disent depuis des années, il y a des éléments incontrôlés, selon leurs termes là. Depuis 90, c'est toujours des éléments incontrôlés. Ces éléments incontrôlés là, il faudrait quand même on arrive donc à les contrôler, à les dompter, parce que c'est eux généralement qui commettent donc ces bavures là. Et je veux véritablement que au niveau donc de cette nouvelle de la nouvelle nomenclature, c'est-à-dire avec le nouveau commandant qui est là à Mana, il faudrait quand même que lui il puisse quand même maîtriser quand même cette troupe là, qui ait quand même des informations rapidement pour que ces genres de situations ne puissent pas perdurer. Justement, comment les contrôler? Est-ce qu'il faut passer par la sensibilisation, la formation également? C'est pourquoi je dis qu'en réalité, ce sont des éléments incontrôlés, parce que au moins nous avons vu quelques reportages. Avant qu'ils ne partent, il y a quand même des instructions qui sont données. Au niveau donc des garnisons et tout ça, les forces avec du moins les corps différents, la police, la gendarmerie, tout ça, ils sont là avec un commandement où on leur donne des instructions avant qu'ils ne partent sur le terrain. Maintenant, une fois sur le terrain, c'est autre chose qu'ils vont faire. Là, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait quand même que ce commandement-là, le nouveau commandant, il faudrait qu'il commence par sévir. Et c'est en cela que je dis, depuis des années, nos forces de l'ordre commettent des bavures, mais à chaque fois on nous dit que non, il y a une enquête qui sont ouvertes, ou soit au niveau donc de l'hierarchie, on va les punir. Mais dans tout ça, le Togolais, du moins le citoyen lambda, ne sait pas réellement si c'est fait ou non. Donc aujourd'hui, nous sommes même dubitatifs si en réalité c'est fait, s'ils sont punis. Parce que si effectivement ils étaient punis, je ne pense pas que d'autres peuvent suivre leur pas. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui je pense que il faudrait quand même qu'on pense sérieusement donc à canaliser ces personnes-là. Parce que je me rappelle où je suivais une émission sur une des chaînes qui reprenait en fait. Ça s'est passé juste ici à côté au Ghana, où on a vu des éléments donc de la police qui ont aidé quelques individus, c'est-à-dire quelques civils ghanéens qui sont partis donc voler les câbles électriques et quelque part. Et lorsqu'il est établi que ils ont contribué, c'est-à-dire ils étaient complices donc de cet acte-là, c'est au vu, c'est devant les caméras qu'on les a reformés. Ils ont enlevé les tenues, tout ça, ils ont remis ça à leur commandant, et après, la justice va commencer son boulot.
Mais ici, on nous dit, loin des caméras, on nous dit ils sont punis. Si réellement ils étaient punis, ils ne devaient pas continuer comme ça à commettre des bavures. Donc, en réalité, il faudrait cette fois-ci qu'on nous... il faudrait que ce nouveau commandement nous montre réellement ce que veulent les Togolais, en fait, les punir, punir ces éléments incontrôlés là qui malheureusement peuplent du moins les forces de Covid. D'accord. Alors, dans un récent communiqué, la CDPA évoque une pratique dans les rangs des forces de sécurité. Nous observons en journée des forces de défense et de sécurité munies de cordelettes qu'elles utilisent pour tabasser les personnes, surtout sur les motos, et qui ne portent pas de masque, sans que jamais il n'y ait décrété le port obligatoire de masque dans le pays, stipule le communiqué de la CDPA. Joël, les gars, c'est des actions ou bien c'est des actes si ils sont avérés à condamner, n'est-ce pas? Non, c'est clair. De toute façon, ce sont des institutions crédibles qui ont fait ces déclarations et ils ne peuvent pas créer ça de toutes pièces. Combien de fois tu n'as pas été obligé de cet acte-là où les forces de l'ordre font plus que ce qu'on leur demande, et au même moment tu en trouves parmi eux qui ils te respectent, c'est-à-dire que tu es ému du fait de la politesse, de la discipline dont ils font preuve, même en exigeant des pièces, etc. Mais quand tu es en faute, il y en a qui sont vraiment qui sont, c'est-à-dire qui méritent qu'on les applaudisse. Ben je crois que ces brebis galeuses, qu'ils souffrent que je les appelle comme ça. Les éléments incontrôlés. Non, c'est pas des éléments contrôlés quand même. Ces brebis galeuses, il faut vraiment que la hiérarchie s'asseye pour régler cette histoire, parce que quelque part c'est avec la complicité de la hiérarchie. Il faut qu'on le dise. C'est vrai, on sait que c'est risqué au Togo de parler de l'homme en treillis. On espère qu'en sortant de ce studio, nous allons bien rentrer en famille. Nous allons bien rentrer en famille, parce que jusque là au moins ils respectent. Enfin, on a de bonnes relations il y a de bonnes relations entre eux et nous les journalistes, parce qu'il y en a même qui vous remercient, ils disent que vos critiques font que des fois nos conditions sont améliorées. De critiques font que vos critiques vous nous facilitez le travail. Et donc en cela, pour mieux leur faciliter le travail et pour changer leur image, il faut que la hiérarchie impose, comme on l'a mis à l'entrée du camp d'Adjidogomé, valeur et discipline. Il faut que nos forces de l'ordre retrouvent valeur et discipline, et qu'ils ne s'illusent plus dans des scènes viles d'abus, parce que au Togo on a l'impression que il suffit que ton petit frère aille se fasse recruter, et 3 mois après tu n'as même plus le droit de lui dire non. Tu n'as même plus le droit de lui dire ne fais pas. Mais il a droit de vie et de mort sur toi. Mais on peut pas entretenir cette relation comme ça et éternellement. Ce n'est pas possible, parce que au-delà de l'homme en treillis, c'est notre frère, c'est notre ami, qui sont des fois même dans des difficultés, et vous leur allez en aide, que nous voyons. On ne peut pas le voir comme un diable, comme une menace pour toi, parce que juste il est parti passer 3 mois ou 6 mois au CENI, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'on corrige cela, et que les hauts gradés veillent à ce que vraiment nous retrouvions nos frères qui sont entraînés comme vraiment des concitoyens et non comme des menaces pour nous. Merci Joël, les gars. Nous espérons toujours Olivier Adia du journal Harakiri. Toujours dans le cadre de cette riposte, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, prend une décision qui pourrait soulager les clients qui ont contracté des prêts auprès des institutions de microfinance. La BCEAO a en effet pris une série de mesures pour atténuer l'impact de la pandémie du Covid-19 sur le système bancaire et le financement des activités économiques dans l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine. Parmi, entre autres mesures, elle autorise les institutions de microfinance à accorder à leur clientèle affectée par les effets de la pandémie et qui le souhaitent un report d'échéance sur leurs prêts sur une période de 3 mois, renouvelable une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Alors, depuis que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire, les choses sont devenues plus difficiles qu'avant. Les opérateurs économiques ont vu leur chiffre d'affaires baisser et certains employés n'ont même plus de salaire. Et quand on est sous prêt, c'est encore plus difficile, n'est-ce pas, Sylvestre?
Oui, je crois que c'est ce tableau que tu viens de peindre, c'est en réalité ce que nous vivons. Ce que nous vivons, vous savez, et ces bonnes dames-là qui vendent souvent les soirs, c'est-à-dire la dame de com et tout ça, qui vendent les soirs. Aujourd'hui, à cause du couvre-feu, donc, elle ne peut plus vendre dans la soirée. Généralement, lorsque vous discutez avec une majeure partie donc de ces dames-là, ce sont des femmes qui sont sous prêt, qui ont pris peut-être 100 000 ou 200 000 au niveau donc des microfinances. Et avec cette situation-là, lorsque vous ne payez pas, du moins dans les chances, où il y a des pénalités. Maintenant que la BCEAO invite quand même les microfinances au report de ces échéances-là et sans pénalité, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudrait quand même qu'on puisse voir du côté de ces dames-là comment est-ce qu'il faut les aider à se relever. Parce que si sur 3 mois, elle n'arrive pas à faire d'activité, ça veut dire qu'elle n'a pas de revenus. Maintenant, comment est-ce qu'elle va faire pour relancer et du moins son activité? Et j'aurais même souhaité que s'il y a, je sais pas, je suis pas quand même dans les finances, s'il y a possibilité de leur offrir plus tard, peut-être au sorti donc de cette période-là d'urgence, s'il y a possibilité de leur octroyer encore quelque chose là pour relancer l'activité, en fait donc de payer du moins les dettes qu'ils ont contractées avant la période, parce que n'oublions pas que les institutions de microfinance elles-mêmes ont des difficultés. Justement, c'est pourquoi je dis que il faudrait quand même que l'État aussi puisse les aider, parce que lorsque vous prenez par exemple en France déjà au début donc de la pandémie, ils ont mis quand même donc de 300 milliards d'euros, quelque chose comme ça, où ils ont dit qu'ils vont assister les sociétés et autres. Maintenant, si on peut assister les sociétés, il faudrait aussi penser en Afrique, ici, la société ou du moins ceux qui sont trop au niveau de la société, il y a beaucoup qui viennent manger le soir au niveau donc de la bonne dame, vous voyez, donc il faudrait qu'on aide également ces bonnes dames-là à se relancer, parce que déjà 3 mois sans activité, c'est le peu d'économie que ces dames-là ont réalisé. Peut-être ça va servir pendant ces 3 mois-là à faire la popote, et au sorti, elles ne trouveront plus donc de ressources pour relancer leur activité. Donc, il faudrait quand même que l'État soit regardé également à ce niveau-là. Si on peut octroyer quelque chose à ces microfinances-là, pour aider les bonnes dames, mais à un taux vraiment très bas, pour leur permettre quand même de se relancer. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons tout ça et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ça montre clairement que ces projets de FNFI, tout cela, n'a véritablement pas marché. Voyez-vous, donc, c'est pourquoi nos dames traînent encore. Donc, on espère qu'avec, du moins, ces mesures-là, il faudrait pas que ce soit quand même des paroles lancées, il faudrait quand même qu'il y ait un suivi, il faudrait quand même qu'il y ait des réflexions pour accompagner ces bonnes dames-là et à ce qu'elles puissent se relever financièrement. D'accord. Joël, les gars, l'aménagement des créances fait partie des mesures annoncées par le chef de l'État le 1er avril dernier, et la BCEAO y répond favorablement. Est-ce le signe d'une adhésion générale? Le signe d'une adhésion générale, non, je dis, c'est une adhésion de force. Même pas, bon, je dirais pas de force, mais ça y est, cela va de soi. Cela va de soi parce que c'est un risque. Le Covid-19 a entraîné des risques, des conséquences en cascade. Et donc, ces conséquences en cascade, il faut que chacun se le partage. Il faut relever qu'au Togo, le Togo était sur une belle lancée, selon les chiffres d'avril 2019, selon la BCEAO, où on était. Le Togo est arrivé 2e dans la sous-région en termes d'encours de crédit. Ça veut dire que les Togolais, c'est-à-dire qu'à défaut de l'État-providence, à défaut des mesures efficaces d'inclusion financière, les Togolais ont compris que la porte de sortie, c'est les microfinances. Et c'est-à-dire, selon les chiffres, ça a augmenté, l'encours de crédit a augmenté de 24,8%, de même que les dépôts, etc. Et ça veut dire que c'est une masse financière qui est là et que sans l'aide de l'État, sans l'intervention de l'État. C'est vrai, la BCEAO a dit qu'elle accorde des crédits exceptionnels à ceux-là qui souhaitent, à ces SFD qui souhaitent en prendre pour pouvoir tenir le coup, mais il faut que l'État, surtout en ce qui concerne le Togo, pour un pays qui
est arrivé en deuxième position en termes d'encours de crédit. Il faut que l'État injecte assez de sous, vienne en soutien à ces SFD-là pour qu'ils puissent tenir, parce que la conséquence, c'est quoi? Il y a des clients véreux qui sont meilleurs. Aujourd'hui, on dit, du fait du Covid-19, accorder-leur 3 mois fois 2. 3 mois fois 2 au plus. Il y a des gens qui n'avaient même pas la volonté de payer, qui vont aller augmenter les rangs de ceux qui déjà avaient la volonté de payer. Enfin, c'est-à-dire que des non-sinistrés qui vont aller augmenter le rang des sinistrés. Et donc, ça veut dire que c'est toute une chaîne. Il faudra refaire l'éducation financière. Ça veut dire qu'il y a, pendant que pour les SFD là, les coûts d'exploitation, les charges d'exploitation ne diminuent pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un employé à la maison parce que la BCEAO a pris telle décision. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences implicites qui vont faire que, parce que si les SFD sont faibles, l'économie va en pâtir. L'économie va en pâtir. Et donc, il y a obligation à ce que l'État réfléchisse sérieusement au-delà de ce que la BCEAO accorde comme crédit. C'est un crédit, ce n'est pas un don. Il faut que l'État réfléchisse à apporter un soutien de taille à ces SFD-là, qui constitue le premier outil de lutte contre la pauvreté dans notre pays. D'accord. Alors Sylvestre, maintenant il va falloir veiller au respect de cette mesure de la BCEAO au niveau des institutions de microfinance. Face aux difficultés, certaines pourraient être tentées d'ignorer cette mesure. Oui, je crois que vous l'avez si bien dit, face aux difficultés, parce que au niveau des microfinances, bien avant même Covid-19, il y a certains qui ont déjà des difficultés parce que au niveau du recouvrement, ce n'est pas ça. Maintenant qu'on leur demande encore de faire des efforts supplémentaires, c'est pourquoi je dis que l'État doit être regardant. Il faudrait quand même que l'État apporte quand même et sa pierre à l'édifice. Il faudrait quand même que l'État aussi contribue d'une manière ou d'une autre pour que ces microfinances-là ne soient pas et réticence donc à accorder et ces prêts là aux bonnes dames, ou ne serait-ce que à reporter donc l'échéance pour le recouvrement. Donc aujourd'hui tout se résume donc à l'État, et c'est en ce moment là où je me dis qu'il serait vraiment très difficile donc un président de la République, parce que partout c'est votre nom qui est cité, et partout donc c'est beaucoup crient vers vous. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on nous montre donc le leadership du chef de l'État, ou la magnanimité du chef de l'État, comme on a souvent l'habitude de nous répéter cela. Donc c'est en cela où on va mettre on va tous regarder vers ceux qui nous gouvernent, les dirigeants, pour voir la manière dont ils essaieront donc de pallier à tout cela, parce que vraiment sorti quand même de l'argent et faire des prévisions que jusqu'à telle période au moins on aura tel recouvrement, et maintenant on nous dit non de reporter encore cela. Je crois que ça aura également des répercussions au niveau donc du management donc des microfinances, et tel que je le dis, au niveau donc des partenaires techniques et financiers du Togo, et au niveau également des plus grandes institutions financières donc de ce pays. Il faudrait quand même que on puisse créer des commissions, comme on l'a fait pour la commission des scientifiques au niveau de l'université de Lomé, qu'on puisse également créer une commission donc des financiers, de ceux qui sont quand même dans les institutions financières, les banques et autres. Comme ça, à leur sein, ils vont réfléchir pour voir comment est-ce qu'il faut coordonner tout cela pour que cela soit une réussite. D'accord. Alors, Joël, les gars, nous allons passer à la page politique de notre émission. Nous allons parler essentiellement de l'affaire Agboyome Kodjo. La manchette, on lit donc à la une du journal La Manchette, affaire ministère public contre Agboyome Kodjo et compagnie. François Boko recadre le doyen des juges d'instruction. Contorsion judiciaire au Togo, procédure procureur et juge, autre maillon de la dictature. Sylvestre. Oui, vous voulez que j'intervienne sur les deux? Une idée générale. Voilà. D'accord. Oh non, là ce que nous prenons du moins et la déclaration donc de l'ancien ministre de l'Intérieur François Boko, il disait que ce contentieux est électoral, et au tout début donc de cette affaire, il n'a cessé de le clamer. Et il n'a jamais compris qu'un contentieux électoral soit et on puisse
impliquer le service donc d'investigation criminelle dans le dossier parce que il dit qu'il n'y a rien de criminel, c'est un contentieux électoral et il faut gérer cela tel que ou en français facile, c'est une affaire politique et qui doit être réglée politiquement. Donc maintenant, lorsque Agboyom et compagnie ont été interpellés ou enlevés selon le terme de François Bako parce qu'il parle d'enlèvement d'Agboyom et Kodjo, et il continue donc par dire qu'il ne faudrait pas que les choses se passent ainsi. Et là, maintenant que ils ont été interpellés et puis présentés devant le juge d'instruction, il croit que, et après que le juge d'instruction est relâché, et du moins Agboyom et compagnie, avec interdiction de tout propos tendant donc à remettre en cause le dernier scrutin présidentiel du 22 février 2020 et de ne pas remettre en cause l'ordre constitutionnel et institutionnel, il dit que voilà, le procureur donc donne de l'eau au moulin à ce qu'il pensait, que c'est un contentieux électoral. Maintenant qu'on les renvoie, il dit de ne pas parler de cela. Donc ça veut dire qu'en réalité, il doit aujourd'hui, du fait donc de cela, il doit se prononcer incompétent pour instruire le dossier et renvoyer du moins les protagonistes vers un dialogue politique pour sortir donc le contentieux électoral. Donc voilà en réalité ce qu'il dit, donc en prenant donc en se fondant donc sur le troisième moyen donc du droit des juges d'instruction qui dit qui demande donc aux inculpés de ne plus communiquer sur du moins sur le scrutin présidentiel et remettre en cause l'ordre constitutionnel normal. Maintenant, en ce qui concerne cet article-là sur les procureurs juges maillons donc de la dictature, vous savez, si vous prenez le rapport de Transparency International et le rapport de 2019, il est dit qu'il y a plus de 55%, c'est-à-dire 55% de Togolais pensent que les magistrats togolais sont corrompus. Et 4 ans plus tôt, c'est-à-dire en 2015, et ce pourcentage-là était de 48%. Donc ça veut dire que ça croît. Si on parle de 48 à 55, donc ça veut dire que plus les années passent, plus les Togolais ont moins de confiance donc à leurs magistrats parce qu'ils disent qu'ils sont corrompus. Maintenant, si vous prenez le rapport du HCDH, le rapport de 2013, le HCDH qui avait à sa tête à l'époque, Madame Igeola Tokumbo, dit clairement que généralement il y a le ministre de la justice qui impose son point de vue aux magistrats sous menace donc d'affectation. C'est le rapport là qui le dit. Vous prenez le rapport, tout le monde peut avoir ce rapport là. Vous allez encore sur le site, vous pouvez télécharger. Si vous n'en avez pas, je peux quand même donner une copie à votre rédaction. Qui dit que il y a le ministre de la justice qui impose son point de vue donc aux magistrats sous menace d'affectation. Et les magistrats se plaignent, mais ils n'arrivent pas à le dire, à l'extérioriser, à le dire ouvertement. C'est ce que le rapport dit. Le rapport va plus loin en disant que, au niveau donc des dossiers dits sensibles, c'est le terme utilisé dans le rapport, qu'au niveau des dossiers dits sensibles, c'est-à-dire des dossiers à connotation politique, il arrive que les juges d'instruction vont voir le ministre de la Justice pour demander la manière dont il faut conduire le dossier. C'est ce que ce rapport, le rapport de 2013, tout le monde peut y avoir accès. Voilà, donc aujourd'hui, et le HCDH a même cité l'affaire des escroqueries internationales, c'est-à-dire l'affaire ministère public et Abbas Youssef contre Bertrand Soagba, qui a dit que c'est la manière dont ce dossier a été géré. Le rapport est encore là. Maintenant, aujourd'hui, si nous prenons du moins les derniers événements où on interdit à un adversaire politique de ne plus communiquer sur un événement parce que lui, il continue pas à contester la victoire de son adversaire. Maintenant, c'est le juge qui vient dire, mon gars, tais-toi, ne conteste plus la victoire de son adversaire politique. Donc, si vous prenez tous ces faits-là réunis, vous voyez qu'aujourd'hui, on instrumentalise la justice au profit donc de l'exécutif. Voyez-vous? Donc, si un juge peut imposer son point de vue à un magistrat sous menace d'affectation, si un juge d'instruction peut aller voir le ministre de la Justice pour avoir une idée générale sur la manière dont lui doit conduire son dossier, mes chers amis, vous voyez que la manière dont la justice aujourd'hui, donc, en conclusion, le justiciable ou la justice aujourd'hui est pratiquement sous le bord de l'exécutif. Alors, si au niveau donc de la justice, on peut aussi aller vers au niveau donc de l'Assemblée nationale, on demande donc à ce que un député, on lève l'immunité parlementaire d'un député, et puis rapidement ça s'est fait.
alors que le même député conteste aujourd'hui cette manière de le faire, en portant même plainte contre la justice. Donc vous voyez un peu le schéma, l'exécutif qui donne l'ordre au judiciaire, le judiciaire qui va vers donc le législatif, alors que si vous voyez donc la définition donc d'une dictature, on dit que c'est la concentration de tous les pouvoirs dans la main d'un individu. C'est fait. Je vais les gars, une réaction? Non, moi je voudrais commencer par là où mon frère Sylvestre a chuté en m'arrêter un peu sur la procédure. C'est-à-dire que avant qu'on envoie la convocation du 21 avril, Agbéomé avait fait un recours. Et le recours est bien motivé. C'est-à-dire que la procédure qui a conduit à la levée de son immunité a été viciée. En ce sens que c'est-à-dire que son parti, par exemple, n'a pas été coopté pour... Enfin, on n'a pas demandé à son parti d'envoyer quelqu'un siéger dans la commission qui s'est penché sur ce que le procureur a envoyé. Et ce n'est pas à la présidente de l'Assemblée de mettre en place la commission, mais c'est à l'Assemblée de mettre en place la commission, etc., etc., etc. Et rien que cet acte suspend la procédure, ça annule même tout ce qui a été fait. Du moins, Agbéomé, il attend la suite qu'on va donner à son recours, parce que tout recours est suspensif. Et ça veut dire donc qu'on ne peut plus le convoquer. Mais ils vont la convoquer. Et le pire, c'est qu'on est allé l'enlever carrément. On est allé l'enlever de sa maison devant sa femme, devant, enfin, une scène des plus rocambolesques, des plus révoltants pour nous autres qui défendons des valeurs, rien que des valeurs dans ce pays, contre personne. Et alors, maintenant, au-delà, quand vous voyez ce qui s'est passé et ce qui est sorti enfin, le document qui a suivi sa libération, enfin, sa mise en liberté et sa mise sous contrôle judiciaire le 24 avril, excusez-moi, mais moi je dis ironiquement, c'est une reconnaissance de la victoire d'Agbéomé le 22 février. Parce que nous sommes allés à une compétition, un peu comme nous étions en 2015-2010 où Fabre dit qu'il a gagné, et on n'a jamais interdit à Fabre de contester l'élection de Faure Gnassingbé. Il a contesté pendant 5 ans. Il a défilé, il a marché aisément à la plage, etc. Quand on dit partout où il veut, et ça n'a jamais dérangé Faure Gnassingbé. Mais je ne vois pas en quoi est-ce que la contestation d'Agbéomé dérange. On dit non, qu'il est allé au-delà, il a créé un site gouvernemental, etc. Mais nous sommes allés à une compétition, mais si tu estimes que tu as gagné, mais laisse-moi crier autant que je veux, que tu n'as pas gagné, que je ne suis pas d'accord, mais toi tu gouvernes. La preuve, par exemple, Faure Gnassingbé va faire son investiture le 3 mai. Mais moi, les gens demandent, mais est-ce qu'il va faire l'investiture? Je dis, mais en quoi? On a déclaré le gars vainqueur. En son âme et conscience, il est vainqueur. Rien ne le dérange à aller faire son investiture. Donc, s'il en est ainsi, mais pourquoi on interdit alors à l'autre de contester, de dire non, je ne suis pas d'accord? Mais si tu l'interdis, si sa contestation te dérange, ça veut dire que, en consciencieusement, tu as l'impression, tu avoues que tu as pris ce qui lui appartient. Mais il doit se taire. Mais, donc, il doit se taire pour laisser ta conscience tranquille. Moi, je dis que c'est un jeu gauche auquel ils ont joué. On a mal conseillé Faure Gnassingbé. Moi, je l'ai toujours dit que ça veut dire que, en se bouquérisant, en se faisant, en te mettant dans le berceau des barons, des caciques, mais il se fait du mal parce que, à chaque fois, depuis 2017, il n'est pas arrivé à résoudre la crise. Depuis 19 août 2017, la crise n'a pas bougé d'un état. Ça y est, sa légitimité a toujours un problème. Et donc, je crois qu'il faut qu'il sorte un peu du berceau que les vieux barons lui ont dressé et il se fait biberonner dedans. Mais il n'a qu'à s'ouvrir un peu aux jeunes qui lui diraient non, attends, mais on peut régler cette histoire autrement et de façon plus gentleman plutôt qu'on te compte des scores de 70% élus, etc. pendant qu'on sait que il y a de cela 2 ans, tu as été foncièrement contesté. Maintenant, l'autre chose, excuse-moi, l'autre chose également, c'est que j'ai l'impression que le mur commence par se lézarder un peu autour de Faure Gnassingbé. En ce sens que même le juge quand vous rentrez dans la conscience du procureur qui a énuméré ces 4 points, le droit est cette chose-là où quand tu envoies ton enfant, tu as éduqué l'enfant dans le mensonge, tu envoies l'enfant apprendre le droit, mais il obtient la lumière, il se retourne contre toi, à un moment donné il te dira mais je ne peux plus le faire. Et c'est là où on risque d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que ces juges-là qui ont appris le droit, vous allez voir, très souvent ils servent le pouvoir et à un moment donné ils disent merde, et ils prennent la tangente, ils vont à l'extérieur.
C'est ça, aujourd'hui, c'est là où le système uni commence par se fissurer, et ça commence par chuter, mais bon, l'orgueil fait qu'ils ne se rendent pas compte. Mais on est là, on croise les bras, on les regarde. D'accord. Alors, Joël Egal a effleuré tout à l'heure, la Cour constitutionnelle annonce 4 jours après la mise sous contrôle judiciaire de M. Agboyeme Kodjo, la prestation de serment de Faure Gnassingbé pour le 3 mai prochain à 16h pour un 4e mandat, combattu farouchement par certains de ses opposants. Alors, cette prestation de serment est annoncée plus de 2 mois après la présidentielle de 2020. Sylvestre, à quoi peut être lié ce retard? Est-ce au Covid ou à la contestation de la dynamique Kodjo? Non, je crois que le chef d'État avait quand même saisi la Cour constitutionnelle en ce qu'on lui permet donc de finir son mandat. Et après, donc, il peut prêter serment. Et du coup, la Cour constitutionnelle lui a même répondu, hein, je n'ai plus les termes en tête, mais lui a quand même répondu et lui a donné quand même cette possibilité de finir son mandat, puisqu'il est le président et sortant, comme il est donc on lui a permis de finir au moins son précédent mandat, parce que c'était même fait avant les élections, donc il a fini son mandat. Maintenant, je crois que à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. D'accord. Ils sont quand même dans la légalité, sauf que il reste maintenant la légitimité. Et honnêtement, je ne veux pas être à la place de Faure Gnassingbé, parce qu'à chaque fois, il a la légalité, mais il n'a pas toujours la légitimité qui est toujours contestée dans la rue. Voyez-vous, aujourd'hui, une majeure partie du peuple togolais ne donne pas quitus à ce chef d'État, parce que si aujourd'hui on laisse les gens de manifester démocratiquement, c'est-à-dire il n'y aura pas de bâtonnade, il n'y aura pas de bavure. On dit aux Togolais, ceux qui n'aiment pas Faure Gnassingbé, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent pas qu'ils ont voté à Faure Gnassingbé, sortez dans la rue. Je vous dis, vous verrez que ce sera une fourmilière humaine. Et ceux qui sont là, eux-mêmes, ils le savent. Ils savent en réalité ce qui se passe. Lorsque vous voyez les événements de 2017, lorsque vous voyez ces milliers de Togolais qui étaient restés dans la rue, ça donne déjà une idée que en réalité, Faure, certes, il a la légalité parce qu'il est déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle, une institution nationale, une Cour constitutionnelle qui n'est même pas, qui lui-même, c'est-à-dire qui elle-même n'est pas constitutionnelle. Ça, il faut le dire. La Cour constitutionnelle elle-même n'est pas constitutionnelle parce que le nombre donc de membres, le nombre donc de membres qui doit composer cette institution, ce nombre-là, c'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ça veut dire que même la Cour constitutionnelle elle-même n'est pas constitutionnelle. Donc, c'est cette Cour constitutionnelle-là qui donne la latitude au chef de l'État de oui, vous avez gagné. Tout cela, c'est la légalité, mais il reste maintenant la légitimité. Et à chaque fois, vous verrez que lorsqu'il y a un communiqué qui vient d'un chef d'État, paf, on le dit ça à la TVT, tout cela, c'est parce que les gens veulent faire croire que non, ça veut dire qu'on commence par aimer, c'est-à-dire l'extérieur commence par cautionner notre victoire. On dit tel président, Emmanuel Macron a félicité le régime, tel président a encouragé le régime, telle autre chose a fait ça. Donc à chaque fois, on nous rabâche, on nous répète cela pour faire croire que non. De l'autre côté, on commence par nous aimer. Si ça se fait ainsi, donc ça veut dire que foncièrement, toi-même, tu sais que tu n'es pas en réalité aimé. Donc tu veux d'autres cautions pour que tu sois et que tu arrives donc à sortir du moins de tes tranchées pour dire que voilà, c'est bon maintenant, je peux aller parce que ça vient. Voyez-vous, or, sur le plan national, ce n'est pas ça. Donc d'accord, le chef de l'État togolais, si on me dit, je vais quelque part, on me dit, qui c'est qui votre président, je crois qu'il y a Faure Gnassingbé qui est là de manière légale. Maintenant, si on doit rentrer dans les détails, je crois que je dirais autre chose. Oui, merci Sylvestre. Le journal Arakiri titre Agboyeme Kodjo libéré, mais ça bouge toujours en garde à vue au SCRIC, juste pour dire qu'il ne peut plus faire des déclarations. Alors, Joël Ega, est-ce que cette annonce de la prestation de serment tourne la page de la contestation des résultats de l'élection présidentielle de 2020 par la dynamique Kodjo? Non, mais non, je crois que la question, elle est bien posée. Elle ne tourne aucunement la page. Elle ne tourne aucunement la page parce que nous avons vu le message de la dynamique Kodjo du 27 avril, le message du 27 avril. Est-ce qu'ils ont renoncé à contester la victoire la victoire proclamée de Faure Gnassingbé? Aucunement. C'est-à-dire, je considère toujours Agboyeme comme le président élu. Et moi, je crois que c'est une chose de dire à Agboyeme de ne pas parler.
Hein? C'est une chose dire à Djamagbo et autres de ne pas parler, mais on n'a aucunement enlevé cela de l'esprit. Parce que les Togolais sont de plus en plus remontés. Et Sylvestre le disait tantôt que le problème de force, c'est sa légitimité. Est-ce qu'il peut circuler aujourd'hui aisément sans avoir peur que quelque chose va lui arriver? Mais et cette rentise-là, si tu as un homme, si tu as cette rentise, moi je voudrais vraiment pas être à sa place. Moi je voudrais vraiment pas être à sa place, mais je crois que la plus grande... Moi j'avais cru toujours que le chef de l'État, le fils d'Adema, aurait réservé une carte en solo, hein, une carte B qui va surprendre tout le monde et sortir par la grande porte, mais il ne l'a pas fait. On croit que c'est en demandant à la dynamique à Guillaume et autres là, de ne plus parler du 22 février qui résout le problème, mais aucunement. Je crois que les ressentiments ont même gagné du terrain. Hein? Les Togolais sont hagards dans la rue. Ils savent que, bon, pour le moment, ils n'ont personne, mais certainement que dans les esprits de chacun demande, mais d'où viendra le secours. D'où viendra le secours. Et ça, quand un peuple interpelle comme ça, ça finit toujours par aboutir. D'accord. Sylvestre, ceux qui prendront part à la cérémonie de prestation de serment doivent obtenir au préalable des invitations, des cartes d'invitation. Voilà une autre particularité de cette prestation de serment. Oui, voilà. Et ça donne, hein, ça donne donc plus donc de lumière à ce que je disais tout à l'heure, que voilà, faut la légalité, mais au niveau de la légitimité, il y a problème. Donc il faut maintenant choisir du moins ceux qui sont et ceux qui cautionnent, donc ceux qui sont proches donc du régime, pour poursuivre cela. Ailleurs dans les pays, c'est des manifestations, hein, c'est une fête nationale, si je peux m'exprimer ainsi, où vous verrez qu'il y a quand même une liesse populaire. Maintenant, cette année, on nous dira quand même qu'il y a le Covid-19, donc ça se fera du moins dans l'intimité familiale. Je ne sais pas, bon, donc ça se fera donc de manière beaucoup moins fanfare, moins tout ça, donc comme ça a été fait même en 2005, vous vous rappelez en 2005 comment ça a été fait. C'est juste lui qui était là devant le président de la Cour constitutionnelle à l'époque. Je crois que c'est Achou, hein, monsieur Achou à l'époque qui était là. Donc voilà, et ça va se faire donc au milieu donc de ses amis, au milieu donc de ceux qui... Est-ce que ce n'est pas une disposition prise par rapport à la pandémie du coronavirus? Oui, je crois qu'il faut limiter le nombre aussi. Oui, on peut le mettre sur le Covid. On peut le mettre quand même sur cette période-là, cette crise sanitaire que nous vivons. Et voilà, donc en réalité, je crois que bon, ça va se faire, mais après, parce que tout ce que moi je sais, c'est que personne n'ira, même dans la zone sera bouclée, tout ça. Maintenant que nous avons aussi des drones et des hélicos, donc toute la zone sera quand même bouclée. Donc c'est ceux qui ont la carte d'invitation qui seront là. Bon, voilà quoi. C'est du moins c'est la légalité, c'est ça. C'est de manière institutionnelle. Bon, ils n'ont pas péché, hein. D'accord. C'est ça. Donc ils le font. Maintenant au-delà, moi c'est l'après quoi. Parce que quand tu es visionnaire, il faut voir après. Donc il faut pas voir juste au bout de ton nez, mais bon, je le fais, mais après qu'est-ce que ça va donner? Bon, peut-être qu'après aussi les militaires sont là pour cadrer tout. Donc voilà. D'accord, quittons cette page politique pour aller un peu vers le social. Il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. La Société vient d'introduire une nouvelle taxe d'un montant de 200 francs comme frais d'encaissement de factures. Joël Lega, il me semble que la Société a démenti cette information. Oui, c'est ce que nous apprenons tout à l'heure. Là, je crois que en attendant le démenti officiel, là, il ressort que c'est du fake news. La Société ne perçoit rien sur le retard de facture. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez depuis un temps régler les factures de la Société au guichet de la Poste, oui, comme dans d'autres banques. Mais la Poste a pris l'initiative de percevoir 200 francs sur la transaction. Ça veut dire une fois que c'est en retard. Et donc je crois qu'il revient plutôt à la Poste de communiquer, de dire non, que c'est elle qui a instauré, qui perçoit les 200 francs,
plutôt que ce fake news, on dit ce ou bien cette cette fake news. Fake news, c'est fake news. Alors plutôt que de laisser cette fake news faire son chemin, la société assure qu'elle ne perçoit absolument rien de plus sur le retard de facture, mais c'est plutôt la poste qui perçoit 200 non. Et puis les clients ne sont pas obligés d'aller à la poste. Ils peuvent aller à d'autres guichets de banque qui, eux, ne perçoivent rien sur ces retards de facture. D'accord. Voilà, c'est l'information. Puisque nous sommes toujours dans le social, Liberté titre encore du réfifi à Togo comme grève des agents lundi prochain après un préavis expirant demain. Sylvestre Béni, voilà un dossier qui dure encore. Oui, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. C'est une société qui a été privatisée. Normalement, on devait finir avec tous ces problèmes-là. Ouais, et puis, j'ai quand même eu assisté à une réunion, donc, des grévistes une fois, hein, et ils disent que, en fait, tout le dossier est quand même bouclé. Tout est fini. Hein, et le montant, du moins, qui va permettre, donc, de dédommager, donc, du moins, c'est les grévistes et tout ça, ceux qui sont partis de manière volontaire, ceux qui ont été contraints, tout ça, que ce montant est déjà même estimé, et le chef de l'État était d'accord. C'est ce qu'ils ont dit, que le chef d'État était d'accord et on doit quand même décaisser ce fonds-là pour régler les gens. Mais je ne sais pas pourquoi ce dossier traîne. Parce que, quelque part, ils disent que on demande donc, du moins, à l'institution de payer, mais l'institution, parce que selon eux, ils disent que non, là que la ministre, Esina Lawson, veut plutôt que ce soit le trésor public qui paye. Et puis eux ne comprennent pas. Parce qu'ils ont travaillé dans une institution, il y a eu du moins des prélèvements sur leur salaire, tout ça, pour verser au niveau des sociétés, des assurances, tout ça. À un moment donné, tout cela s'est arrêté. Donc, c'est celui qui a fait le prélèvement qui doit reverser. C'est pas l'État togolais, donc, de reverser cela. Donc, je crois que ça coince à ce niveau-là. Et à chaque fois, c'est des grèves à répétition. Oh, tout est arrêté. Le montant estimé, on parle un peu plus de 2,5 milliards ou quelque chose comme ça. Et tout est déjà défini en réalité. Il suffit juste du décaissement pour régler le problème. Maintenant, ça coince au niveau donc du moins de la ministre qui s'occupe des télécommunications, Sina Lawson, et du moins au niveau donc du ministre des Finances, où elle voulait que c'est plutôt le ministre des Finances qui paye, alors que c'est en fait la structure qui doit payer. Donc c'est à ce niveau-là où ça choque. Maintenant, j'ai appris que les nouveaux responsables de la boîte veulent quand même négocier avec les grévistes. Il faudrait que ça se fasse, quoi. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont à la maison, qui ont quitté volontairement depuis, ils sont là sans rien trouver. Il y a d'autres qui ont été contraints de partir. Il y a d'autres qui sont là. Donc, qu'on libère tout cela, et puis qu'on puisse repartir de plus belle avec la société. Parce qu'une nouvelle société qui fait déjà face à des grèves à répétition, ça aura sûrement des impacts négatifs quand même sur le management de la société. Donc, qu'ils finissent rapidement avec ce dossier-là pour qu'on puisse parler d'autres choses. Alors, Joël, les gars, c'est surtout maintenant qu'il faut vraiment leur venir en aide avec cette crise sanitaire. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Non, raison de plus. Et c'est moi, je suis perplexe que ce dossier rebondisse encore aujourd'hui, pendant que tout était clair. Et bon, maintenant, je crois que le nœud, c'est au niveau de qui va payer. Mais ce que je sais, c'est que ce dossier a été piloté. C'est pas ce que je sais. Tout le monde sait que ce dossier a été piloté depuis la présidence, la privatisation de Togo. Le processus abracadabrantesque qui a conduit la fusion de Togocel des patrimoines togolais confiés à des privés. Ça a été piloté depuis la présidence de la République. Donc, il faut que la présidente de la République prenne ses responsabilités, voir dans cette histoire qui sont ceux-là qu'on devait dédommager, on ne les a pas dédommagés, et qu'on prenne des décisions courageuses pour les dédommager, point barre. Et qu'on ne parle plus de Tantisina qui pèse encore dans un dossier. J'espère que ce sera plus le cas. Merci Joël, les gars. Pour son repos également, pour qu'elle soit tranquille. Ouais. Merci Joël, les gars. Le gouvernement togolais avait, dans le cadre de la riposte au Covid-19, ordonné la libération de certains détenus. Mais apparemment, Amnesty International trouve ça insuffisant. Dans une déclaration, Amnesty International demande la libération des détenus d'opinion au Togo. Non, c'est en fait normal. Je crois que
Amnesty s'est fondé quand même sur un rapport des États-Unis, où on parle quand même des prisonniers politiques et tout ça, et qu'on doit quand même des prisonniers d'opinion et tout ça. Il y en a plein. Donc dans nos prisons. Ces jeunes-là du PMP, je crois que j'avais donné quand même la liste dans une précédente parution. Il serait près d'une cinquantaine. Donc la dernière fois, il y a au moins près d'une vingtaine qui ont été libérés. Donc il en reste encore. Et parmi elles, il y a quand même des étudiants, des jeunes filles qui étaient des étudiants et qui sont encore là. Vous voyez? Donc il faudrait quand même qu'on puisse quand même libérer ces gens de personnes. Le droit que, du moins, l'opinion, tout le monde donc a son droit de regard sur la cité. Comment est-ce que la cité est gérée? Et je vous dis, c'est un droit constitutionnel. Si une fille est sortie dans la rue pour crier sur la manière dont la gestion nationale est faite, et si elle n'est pas d'accord, c'est son droit. Maintenant, si vous l'obligez peut-être, ou vous ne voulez pas quand même qu'elle occupe peut-être du moins c'est le territoire des espaces, pardon, qui peut-être sont aménagés ou qui ont beaucoup plus de fréquentation, tout ça. Si vous arrivez donc à l'évacuer ou à le repousser du lieu, donc permettez quand même à ces gens de retourner à la maison, peut-être le lendemain ils peuvent encore revenir. Mais les arrêter et les mettre en prison parce qu'ils ont estimé que la gestion qui est faite donc du patrimoine national, c'est pas bien. Je crois que c'est pas bien. C'est pas quelque chose à encourager. Et puis vous voyez, si on prend l'affaire d'Agboyomé la dernière fois, où lorsqu'il y a un mandat d'amener, normalement c'est Agboyomé seul qu'on doit amener, mais ils ont amené toute la maison. Maintenant que Agboyomé et les autres ont été libérés, on a renvoyé près d'une vingtaine de personnes en prison, et on parle donc d'actes de rébellion. Vous voyez des choses comme ça qui ne nous honorent pas. Des gens que vous allez arrêter dans une maison. Et parmi eux, on dit qu'il y a des gens qui travaillent dans la maison, d'autres qui sont venus donc rendre visite donc à Agboyomé, d'autres qui étaient de passage. Tout ce monde a été ramassé, et après, on les envoie en prison. On parle de rébellion. Donc, c'est des... non, c'est des choses qui, ma foi, n'honorent pas la République, quoi. À un moment donné, il faudrait que les gens pensent que de l'extérieur, on nous voit. Et puis, c'est pas bien parfois d'être togolais à l'extérieur où on vous pose tellement de questions sur votre pays, tout ça. Non, ce pays-là, c'est un pays de paix, c'est un pays. Donc, aider quand même nous à se sentir beaucoup plus fiers à l'étranger. Ces gens donc de situation, franchement, ne nous honorent pas. D'accord. Je vais, les gars. Non, je déplore, ça m'a encore fait froid le cas de certain Tangon Sambiri, le président du parti DSA, qui confie notamment dans les colonnes de Liberté, que l'homme a trahi appuyé tellement si fort sur sa tête que le caillou a fini par percer sa tête. Normalement, ça fait cas de torture. On le torture pourquoi? On les torture pourquoi? Parce que ça, c'est Tangon qui a parlé. Si les autres veulent parler, on aura toujours des éléments de torture dans ce que... Mais il y a, par deux fois, nous avons titré à Fraternité que le Togo est un élève récalcitrant en matière de respect des droits de l'homme. Mais je crois qu'on est même au-delà de la récalcitrance, on est même dans la défiance. Vous vous souvenez, la loi, le rétrécissement de la loi sur la liberté de manifestation, quand les Nations Unies ont demandé expressément qu'on refasse on relit cette loi, ben, on a dit qu'on n'a rien à foutre, on ne va pas s'exécuter. Aujourd'hui, on est dans la défiance totalement. Et donc, je crois qu'il faut que ceux-là qui ont les moyens de pression pour ramener ceux-là qui ne respectent pas les droits de l'homme dans les rangs, et utiliser ces moyens de pression plutôt que de se limiter à des simples communiqués. Parce que les communiqués ne font plus rien maintenant au Togo. Nous, les communiqués ne font plus rien. Mais ce que je dénote, c'est que c'est Faure Gnassingbé qui, en 2009, je me rappelle en 2009, qui déclarait au sujet de son frère Pacha Gnassingbé qu'il a voulu remplacer la force de la loi par la loi de la force. Aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui remplace la force de la loi par la loi de la force. Ironiquement, c'est lui qui remplace aujourd'hui la force de la loi par la loi de la force. Si vous permettez juste un mot, vous avez vu, c'est cette manière-là de restreindre des libertés publiques que nous avons toujours dénoncé ici sur ce plateau. Cette manière de couper l'Internet et tout ça, qu'est-ce que ça nous a coûté maintenant? La dernière fois, nous ne sommes plus. C'est-à-dire ils ont perdu et carrément les millions donc du MCC. Vous avez vu, la dernière fois, ils se sont battus, entre-temps, ils avaient eu 10 points et tout cela. Maintenant, ils ne sont plus en mesure d'avoir le MCC. Voilà, et ça pénalise qui?
eux, ils ont quand même des millions, mais c'est le peuple togolais. Voyez-vous, donc, il y a aujourd'hui, lorsque vous prenez des mesures ici pour restreindre les libertés publiques, pour restreindre donc les droits fondamentaux des Togolais, cette fois-ci, c'est pas vous ne serez pas pénalisé ici, mais c'est ailleurs. Voyez-vous? Or, au même moment où on crie qu'au niveau donc du climat des affaires, on fait des progrès et tout ça. Donc, tout cela doit concourir. Aujourd'hui, l'Internet est indispensable pour ceux qui sont dans du moins les sociétés et tout ça. L'Internet est indispensable. Mais la dernière fois, qu'est-ce qu'ils nous ont vu? Ils ont encore coupé l'Internet à cause de la politique. Juste ça. Pour priver donc les Togolais donc de s'exprimer librement, peut-être sur les réseaux sociaux. Voyez-vous? Et ça nous a pénalisé. Merci à vous deux. Nous allons bientôt ouvrir la ligne pour les auditeurs. Mais en attendant, nous allons marquer une pause. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. C'est l'heure d'ouvrir la ligne aux auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 22 21 33 114 et le 22 20 19 68. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Kofi d'Adamavo. D'accord, allez-y. Tout d'abord, je salue vos invités, Joël, les gars, et plus l'autre là, Béni là. Sylvestre Béni. Donc, tout ce qu'ils ont parlé là, moi j'aimerais demander à Joël, les gars, et puis Sylvestre Béni là, tout ce qu'ils venaient de raconter. Moi je dis, au Togo ici, quand on n'aime pas la tête de quelqu'un, on cherche toujours à trouver des poux sur son crâne rasé, quoi. Là où on ne peut pas trouver des poux. D'habitude, moi je préfère qu'ils éclaircissent mieux la population togolaise sur des faits précis et non pas tantonner sur des trucs. Tout ce qu'ils venaient de raconter là. Si aujourd'hui, si on les appelle à quelque part, et on les demande de prouver ce qu'ils sont en train de défendre comme indéfendable là. Vous parlez de quel sujet précisément? Vous parlez de quel sujet précisément? Je parle de sujet de Akbeyome. Parce qu'ils n'ont pas la compétence de parler de ce qu'ils sont en train de faire là. Plutôt, au lieu de parler comment on va régler les trucs dans l'amiable, ils sont en train d'avoir encore un coup dans l'histoire d'Akbeyome. D'accord. Ils sont loin de donner des leçons à des gens dans ce pays. Ils sont loin. D'accord. Ils vont vous répondre tout à l'heure, monsieur. Merci d'avoir appelé. Est-ce qu'il a fini? Oui, il a fini. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Gérard. Gérard, allez-y. Oui, c'est à propos de la force Covid. Donc, je pense que ils doivent, selon moi, ils doivent faire comme les forces araignées avaient fait, parce que dans la ville, ils se regroupent, ils jouent encore au foot et tout, mais c'est plutôt la nuit, on fait couvre-feu, les gens ne sont pas là, et c'est les quelques rares personnes qu'on trouve dans la rue. Mais dans la journée, il y a les règles qu'on doit suivre, qu'on ne suit pas. Si cette force se provenait plutôt pour disperser les gens qui se regroupent dans la journée. Dans la journée, je pense que ce serait mieux. D'accord. Merci, ils sont sûrement à l'écoute. Un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Johannes. Johannes, allez-y. Je vous remercie pour la richesse du débat. Je remercie les deux confrères, Joël et Sylvestre. Surtout pour les éléments qu'ils ont analysés avec précision et avec densité. Et je les remercie pour la densité de leurs analyses. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, même certains journalistes pensent, c'est que il ne s'agit pas de critiquer juste pour critiquer. Il y a des critiques constructives. Les critiques sont basées sur des éléments précis, sur des analyses.
Donc, nous, on ne se réjouit pas juste de critiquer les autorités juste pour les critiquer. Mais quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, c'est le rôle des journalistes de les relever et d'en faire des analyses. Donc, c'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui, je me dis que ça m'a beaucoup rassasié. Deuxième point. Concernant le couvre-feu, vous avez dit entre-temps que c'est pour empêcher que les gens se retrouvent dans les bars et les restaurants. C'est pourquoi c'est une des raisons du couvre-feu. À ce que je sache, les bars sont fermés, les restaurants, les boîtes de nuit sont fermés. Alors, comment faire pour respecter ceux qui ne, pour contraindre ceux qui ne respectent pas à respecter? On n'a pas besoin forcément du couvre-feu avant que la force anti-Covid ne travaille. La force anti-Covid peut travailler même sans couvre-feu. Et je peux vous dire que les tenanciers de bars sont des gens qui sont respectueux de cette mesure parce qu'ils ne voudraient pas que leur source de revenus soit fermée définitivement. Donc, partout à Lomé, je vous assure, je ne sais pas si vous avez encore trouvé un bar qui ouvre. Donc, les bars sont très respectueux et c'est malheureusement les pauvres dames qui restent dans la soirée pour vendre un peu. C'est plutôt ces personnes-là que le couvre-feu frappe. Alors que dans la journée, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait même un couvre-feu, ça fait que dans la journée, il n'y a plus, personne ne se préoccupe plus des mesures. D'accord. Les gens s'agglutinent n'importe comment. Et pour finir. Mais oui, rapidement. Oui, concernant les vols qu'on observe pendant cette période de couvre-feu, moi je soupçonne une complicité. C'est-à-dire cette force anti-Covid-là, on n'a pas confiance à tous ces. Vous n'avez pas de preuves, monsieur? Oui, c'est pourquoi je dis je soupçonne, je n'affirme pas. D'accord, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour, allô? Le plateau. Oui, bonjour, monsieur. Je suis monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse, allez-y. Lorsque vous invitez des journalistes de même bord, il n'y a pas de débat. Oui, vous aurez dû vous rendre compte qu'il y a des journalistes que nous avons invités qui ne sont pas arrivés. Donc, vous comprenez que le débat ne peut pas être équilibré. Vraiment, sinon, le débat, contrairement à mon prédécesseur, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Et au second point, concernant le cas Béomé, moi, je m'en vais vous dire que nous sommes dans une république et qu'on ne peut pas permettre la pagaille dans une république. Aujourd'hui, Agbeyoumé récolte ce qu'il a semé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Comment? Monsieur Agbeyoumé a été dans ce régime. Il a travaillé. Comment il a travaillé dans ce pays? Aujourd'hui, s'il est derrière, c'est-à-dire devant un fait, c'est que lui-même doit savoir que ce qu'il a semé, c'est ça qu'il est en train de récolter. Merci. D'accord, merci à vous. Un autre auditeur en ligne. Alors pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Nous avons le temps d'en discuter un peu. Sylvestre et Joël Ega, réaction. Non, je crois que, pardon, pour le dernier intervenant qui dit que non, Agbeyoumé a récolté ce qu'il a semé. Mais en réalité, nous ne voyons pas du moins la chose sous cet angle-là. Il y a des gens reprochent beaucoup de choses à Kpache Gnassingbé dans ce pays. Mais s'il faut quand même appréhender ces genres de personnes, il faut le faire dans le respect de la loi. Même si demain, les choses changent et que peut-être un autre régime venait, s'il faut Gnassingbé est arrêté dans des conditions rocambolesques, nous serons les premiers à dénoncer cela. D'accord. Parce que s'il y a la loi, il faut suivre la loi. D'accord. Donc voilà. Bon, pour le premier auditeur, rapidement, il y a un auditeur qui attend. Bon, vous recevez l'auditeur. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. D'accord, allez-y. Je vais vous poser une question. Il faut savoir que au Togo, chaque fois, c'est une seule personne qui gagne les élections. Et c'est le cas des élections présidentielles passées. Et ma question est de savoir. Après une élection, vous savez que vous n'avez pas gagné les élections. Consciencieusement. Maintenant, vous avez prêté serment. Lors de la prestation du serment, il y a la présence des esprits, c'est-à-dire l'esprit divin. Et vous avez levé votre main. Et en prestant serment que vous allez diriger le pays durant les 5 ans à venir, tout en sachant que vous n'avez pas gagné cette élection. Est-ce que ça ne peut pas attirer la malédiction de Dieu
tuer un pays. C'est ma question. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons continuer à recevoir, ou en attendant, jouer les gars, vous répondez à cette question. Moi, je voudrais demander à cet auditeur de laisser Fort Yassim régler ses problèmes avec les esprits. Il n'y a qu'à régler chacun régler les problèmes avec les esprits. D'accord, nous recevons un autre auditeur. Bonjour. Okay, oui, après, c'est comme là que vous avez dit. Allez-y, monsieur Komla. Je salue les invités. Et bon, en ce qui concerne l'interdiction de M. Agboumé, mais vraiment, ça me frustre un peu. Comment est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un qui a participé à une question et dit qu'il a gagné, le procureur lui dit non, de ne plus parler de ça. C'est comme tacitement, le procureur a fait de reconnaître que celui qu'on a déclaré gagnant n'a pas gagné. Je vais vous raconter une histoire en 2014. En 1914. Rapidement. Il y avait un examen professionnel que un monsieur avait passé. Et il s'est fait que ils ont proclamé le résultat des admissibles. Et monsieur qui avait bien travaillé, son nom ne se figurait pas. Il a voulu protester. Et ceux qui ont corrigé les dossiers disaient non de ne pas le faire. Le monsieur a protesté. Et il s'est fait que bon, ils ont fait une délégation, sont allés chez le patron dans le temps de Yadema à Pierre. Et il a pris l'affaire en main. Il a demandé à ce qu'on revoie les corrections. Et ils ont repris les dossiers. Voilà celui qui contestait qu'on l'a triché. Effectivement, c'est lui qui était le premier. Celui qui était même le dernier, c'est lui qui avait pris, il devait aller au Cameroun pour une formation. D'accord, merci beaucoup. Mais pourquoi le pouvoir ne veut pas qu'on recompte les voix? D'accord, merci monsieur, merci d'avoir appelé. Nous allons continuer avec un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, présentez-vous. C'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou, allez-y. Je salue tes invités. Juste monsieur le journaliste, je vais aborder le sujet concernant M. Agboumé. Et l'angle sur lequel tout le monde voit la chose, moi je ne la vois pas comme ça. D'accord. Je voudrais demander à tes confrères là-bas, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe concernant M. Agboumé ne prouve pas clairement que tout ce que les gens font dans leur pays et que ça marche, notre régime ici ne va pas accepter quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? On a dit dans ce pays que l'alternance, c'est ceux qui ont fait le régime qui peuvent amener l'alternance. Agboumé a fait le régime, il peut amener l'alternance. Et de surcroît, son choix a été fait par sur l'inspiration de Dieu. Et tous les journalistes ont cru à ça. Et voilà aujourd'hui. Est-ce que le but de l'élection que les Togolais avaient, est-ce que c'est réalisé? C'est de là que moi je voudrais demander à vos confrères. Est-ce que lorsqu'on nous dit ce genre de choses, est-ce que le régime n'est pas... est-ce qu'on ne nous montre pas aujourd'hui que le régime ne va pas accepter ce genre de choses? D'accord, merci. Nous allons recevoir un dernier auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Votre nom? C'est M. Sibiti. Ah, M. Sibiti. Papa Sibiti, bienvenue. Je pense que mon fils n'est pas là, mon directeur. Oui, il s'est absenté un moment. D'accord. Vous, ce que je voudrais vous dire, vous les journalistes, vous ne devez pas allumer. Vous devez éteindre. Vous devez construire. Sachez ménager votre langage. Quand mon directeur, mon fils est là, quand quelqu'un donne un nom, il a une chose, il dit non. Je voudrais vous prier, quelle que soit la situation, vous êtes pour ou contre quelqu'un, il faut le respecter. Vous voyez, quand le président, voilà, le président Jean-Pierre Fabre, il est président de Dieu, mais dire fort Nyassindé, ça ne nous honore pas. L'éducation que nous avons reçue, ça ne nous honore pas. Je vous prierai, comme Sassegao, mon fils, l'a le fait, que vous preniez son caractère. Je ne vous fais pas de leçon, c'est une doléance que je demande à votre endroit. Mais ça, moi, je suis Fousseni. Il y a une différence.
Chacun a sa façon d'animer. Merci, monsieur. Merci quand même d'avoir appelé. Nous avons pris note de vos observations. Nous allons continuer avec les confrères. Vous avez écouté un peu ce que les uns et les autres ont dit. Est-ce que vous avez des réactions, Sylvestre? Non, je remercie Papa Sébiti qui a appelé et il a fait un certain nombre donc de doléances. Nous avons pris acte de cela et puis on avisera. Mais il faudrait pas aussi qu'ils pensent que nous sommes contre X ou Y. Tout ce que nous disons ici, c'est qu'il y a des tests, il y a une loi qui régit la République. Donc, il faudrait quand même qu'on respecte ces lois-là. Donc, je crois qu'en le disant, ce n'est pas allumer le feu ou tout ça. Non, rien de tout ça. Parce que nous tous, nous avons intérêt à ce que ce pays-là puisse marcher. Maintenant, pour le premier intervenant, qui pense que non, que tout ce que nous disons, que on ne maîtrise pas le dossier mais non, tout ce que nous avons dit ici, nous avons cité quand même des rapports en ce qui concerne donc le rapport du ACDH 2013 que j'ai cité, en ce qui concerne le rapport de Transparency International 2019 et 2015. Donc tout ce que nous disons ici, c'est fondé sur des tests que des organismes onusiens ont quand même conçu ou produit sur le Togo. Donc il y a rien donc qui soit inventé ici sur ce plateau. Donc si les choses existent, si nous-mêmes en tant que République, nous avons quand même tracé un canevas démocratique, il faut juste que nous puissions suivre cela. D'accord. Donc voilà. Joël, les gars, 1 minute. Non, mais je crois ou 30 secondes. Je voudrais féliciter celui qui a fait des propositions sur la force Covid. Et que la force Covid peut travailler pendant qu'il n'y a pas de... On n'a pas besoin de couvre-feu, mais la force Covid peut facilement amener les gens à respecter les mesures barrières, la distanciation, etc. pour que l'économie ne partisse pas trop. Et maintenant, sur la question sur le premier intervenant, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il ne voit pas les choses de la même façon que nous, mais qu'il aime aussi qu'on ne voit pas les choses de la même façon que lui. C'est ça, en fait, c'est ce Togo-là que nous voulons, quoi. C'est pas la peine de menacer des journalistes qui sont en direct. On ne parle pas dans un coin de chambre ici, hein. Est-ce que c'est un coin de chambre? C'est plutôt un studio qui est écouté partout. Nous disons des choses, peut-être ça ne lui plaît pas. Et ça ne plaît pas certainement au chef de l'État lui-même, mais il supporte quand même qu'on dise le contraire de ce qu'on vient, de toutes les belles choses qu'on vient lui dire. Ça lui permet de se construire. Donc que lui, il supporte également qu'on dise le contraire. Et puis, s'il veut, il peut s'approcher de nous pour qu'on continue le débat ailleurs. Et chacun gagnera toujours à apprendre quelque chose de son prochain. D'accord. C'est ça le sens de la critique. La critique ne doit pas énerver. Voilà, il faut que les gens élèvent un peu leur esprit. Merci Joël, les gars. Nous passons au carton. Sylvestre Béni. Au carton, non, j'ai pas de carton. Sauf que je vais encore inviter quand même les populations togolaises au respect des mesures barrières. Nous l'avons mis sur notre page journal ce matin, disons que tous engagés contre le Covid et contre le coronavirus, soyons disciplinés. Vous savez, je crois que c'est dans la discipline et dans le respect donc des mesures barrières que nous arriverons donc à surmonter quand même cette crise sanitaire là que nous vivons. Et donc j'invite seulement les Togolais au respect donc de ces mesures. D'accord, merci Joël, les gars. Moi je voudrais plutôt donner un carton qui va à l'envers de ce qu'on a dit ici. Féliciter ces forces de l'ordre qui nous voyons lever un feu rouge. Ils s'approchent poliment de toi pour te demander mais pourquoi tu n'as pas mis le masque, voilà, c'est ça le masque. Oh, le masque, oui. Le masque, etc. Jusque-là, je n'en ai pas vu qui a brutalisé quelqu'un. Mais ils le font très poliment, très gentiment. Et toi-même, ça veut dire que même quand tu les quittes, tu as le remords de n'avoir pas respecté ce qui est consigné, qui va dans l'intérêt de ta santé. Quand on verra eux. Merci Joël, les gars, du journal Fraternité. Merci aussi à Sylvestre Kokoubeni du journal La Manchette. Nous aurions voulu que ce débat soit équilibré. Malheureusement, certains de nos invités n'ont pas répondu. Merci à vous de nous avoir suivis. La technique a été assurée par Michel Toméga et Thomas Datevi. Mise en ligne, Géro Akoucha. Je vous retrouve demain à 11h.